Merci d'être là, merci de votre fidélité, de votre confiance. Qui est l'invité ce matin? C'est un pionnier de la musique électronique. Si je vous dis Jean-Michel Jarre, vous penserez tout de suite à Oxygène, bien évidemment. Il est un habitué des concerts surdimensionnés, futuristes. Cette fois, il entreprend une tournée en France beaucoup plus intimiste et il va nous expliquer pourquoi. Jean-Michel Jarre, bonjour. Bonjour. Bon, toujours cette silhouette juvénile. Bah écoutez, le dont matin, on parle tant. Oui, enfin bon, ça fait plaisir à ma mère qui nous regarde. Bon. Donc voilà. Bonjour. Donc, bonjour, je l'embrasse. Voilà. Avec des pompes incroyables. Oui, c'est ça. Alors, je sais qu'on ne peut pas faire de pub, mais effectivement, elles ont l'avantage de peser elles pèsent 40 ou 50 grammes, voilà. Et le matin, c'est très bien. Ça permet de partir avec des semelles de vent. Alors du vent, il va falloir en avoir, du vent, de la légèreté, parce que là vous partez pour un round quand même très, très long, oui. Une grande tournée, une tournée en France, mais une tournée aussi mondiale. Vous serez à Paris, Bercy le 25 mars. Absolument. Et le 26, vous serez chez vous, si je puis dire, c'est Lyon. En fait, non, je serai la veille, c'est-à-dire le 24. Voilà, le 24. Le 24 mars, alors, le 26, je serai à Strasbourg. Alors, le 24 mars, à Lyon, est-ce que c'est important, sur un plan émotionnel, de renouer avec sa ville ? Alors, de renouer avec sa ville, c'est effectivement important. De revenir dans sa famille, c'est toujours particulier, parce qu'il y a toujours une relation qui est à la fois pleine de tendresse, et puis en même temps, comme vous le disiez, d'émotions particulières, de trac aussi. Et d'appréhension. Oui. C'est vrai que je n'ai pas joué à Lyon depuis longtemps, et la dernière fois, c'était vraiment pour en plus un moment exceptionnel, puisque c'était à l'occasion de la visite du pape Jean-Paul II dans la ville. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, c'est surtout toute cette tournée, toute cette partie de tournée en France, dans cette tournée un peu sur les 5 continents que je fais en courant 2010, qui est particulière. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai aussi pour moi, les concerts, par exemple, de Marseille et de Nice sont aussi très importants, parce que souvent, dans le Sud, souvent, c'est un petit peu plus loin de la capitale, de Paris, et moi en tant que Lyonnais qui suis à l'extérieur de Paris, j'ai aussi j'attache beaucoup d'importance à des salles qui sont comme le Nicaïa à Nice ou le Dôme à Marseille ou même la Patinoire de Bordeaux qui sont des salles qui au départ n'étaient pas faites du tout pour les concerts. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de faire des concerts en extérieur, parce que quand j'ai commencé, ces grandes salles, elles étaient un peu inhumaines, et petit à petit, elles se sont adaptées à la musique, adaptées au spectacle, adaptées au concert, et c'est une grande joie de retrouver ces salles, pour l'occasion, on aura l'occasion d'en parler, mais d'un projet très particulier. Jean-Michel, enfant, vous étiez comment ? Enfant, j'étais à la fois, je pense, un enfant qui était assez gai et assez dynamique, avec pas mal de copains. En tant que fils unique, j'ai cherché mes frères et sœurs dans la rue et ailleurs. Vous en avez souffert ? J'en ai un petit peu souffert, et en même temps, sur le chapitre de la souffrance, quand je regarde mes photos d'enfants, je suis étonné de voir même une tristesse ou une mélancolie presque gênante aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, en voyant finalement qu'il y avait un contraste complet entre l'apparence d'un enfant assez vif et énergique, je pense, d'après ce qu'on me dit. Vous étiez double. Et en même temps, voilà, c'est ça. Et en même temps, une mélancolie, une tristesse au fond des yeux qui était assez profonde et presque gênante, moi, quand je la regarde avec des yeux d'adulte. On connaît bien sûr votre père, Maurice Jarre. On connaît moins votre mère. Vous la saluiez il y a quelques instants. Qui est votre mère ? Alors en fait, ma mère, qui s'appelle France, qui était une grande résistante, et donc dont le prénom était finalement assez prédestiné, puisque ça a été vraiment une des résistantes de la première heure. Elle était déportée ? Elle était déportée, elle était prise 3 fois par les Allemands, elle s'est échappée dans des conditions assez rocambolesques. Et c'est vrai que à la fin de la guerre, elle a toute une aura autour d'elle qui doit aussi attirer, je pense, mon père entre autres à Lyon, et qui est quelqu'un de tout à fait, et qui est quelqu'un que je considère comme tout à fait exceptionnel, comme tous les fils avec leur mère, mais à ceci près que, dans mon cas, c'est peut-être un peu plus vrai que les autres, je vais dire, pour plusieurs raisons, très, très simplement. C'est que, d'une part, mes parents divorcent quand j'ai 5 ans, je n'ai plus de contact avec mon père à cette époque, et ma mère va m'élever
pas du tout comme un fils à maman et une mère abusive, mais en essayant de jouer le plus harmonieusement possible, elle s'est jamais remariée, le plus harmonieusement possible, le rôle du père et de la mère, et en m'élevant aussi avec cette idée de tolérance. Après la guerre est encore pas loin, il y a beaucoup de gens, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut comprendre, qui ont beaucoup de ressentiment vis-à-vis des Allemands, et elle me fait très très tôt faire la différence entre les Allemands et les nazis. Et cette idée-là, d'ailleurs, elle m'éduque de cette manière-là, de manière globale, par rapport à la religion, par rapport aux religions, par rapport à toute forme de racisme. Et donc, je suis vraiment élevé dans cette idée. Qu'est-ce que évoque cette musique ? C'était une souffrance en 66 de l'entendre. Non, c'était pas une souffrance, c'était quelque chose qui était assez abstrait. Zhivago, hein, bien sûr. Oui, c'est la chanson de Lara, et qui est une des plus belles musiques de film de l'histoire du cinéma. Et c'est le deuxième Oscar donc, de mon père, Maurice Jarre, après Laurence d'Arabie, qui avait été le premier Oscar. Et pour moi, il faut comprendre qu'à cette époque-là, la musique de film est beaucoup moins au devant de la scène qu'aujourd'hui. Mon père vit aux États-Unis, donc finalement, j'ai une relation, indépendamment du manque et du vide affectif, une relation assez éloignée. Et finalement, c'était assez abstrait. Mais est-ce que vous souffriez de ces succès ? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non, à aucun niveau, en aucun cas. Parce qu'ils n'étaient pas partagés avec vous. Oui, mais en même temps, c'était pas non plus, il faut encore une fois remettre ça, c'était pas une popularité envahissante, puisque, encore une fois, la musique de film n'était pas au devant de la scène comme elle l'est aujourd'hui, que cette musique-là, on l'entendait partout dans le milieu du cinéma, mais finalement pas dans le quotidien. Et dans mon univers quotidien, finalement, je ne l'entendais pas vraiment. Donc la relation qu'il y avait entre mon quotidien et le sien ou sa vie professionnelle n'était pas du tout, il n'y avait pas de promiscuité particulière là non plus. Donc en fait, j'en ai pas du tout souffert. Si ça avait été envahissant, peut-être que j'en aurais eu du ressentiment ou je sais pas quoi, enfin un sentiment négatif, mais pas du tout. C'était plutôt l'absence sur le plan personnel qui m'a beaucoup manqué. Le fait que, au fond, tout au long de ma vie, dès cette époque et après, que aussi bien sur le plan affectif que sur le plan matériel, que sur tous les plans où un père doit être présent, il n'a jamais été là. Donc vous avez ressenti une sorte de sentiment d'abandon ? Ah, totalement, oui, plus que ça même. Enfin oui, une béance. Je pense qu'il vaut mieux avoir un conflit ouvert avec ses parents. Ce que je dis souvent d'ailleurs. Voilà, même ce que je dis souvent d'ailleurs. Il vaut mieux même avoir un deuil dans sa famille. Ça paraît bizarre de dire ça, mais parce qu'on peut faire le deuil justement de quelqu'un qui s'en va. Mais quand quelqu'un s'est en allé, mais toujours là, vous ressentez une sorte de béance, de blessure ouverte, qui ne peut pas cicatriser. Et c'est cette non-cicatrisation qui, au fil du temps, je pense, fait des dégâts. Une autre voix très marquante pour vous. Ça, c'est la voix de Doum Kalsoum. Qui effectivement un grand choc dans ma vie. J'en ai eu plusieurs chocs émotionnels. Vous étiez petit ? J'étais petit, je devais avoir 8-9 ans. Et ma mère, il y avait cette extraordinaire chanteuse qu'on a considérée comme la voix du siècle, puisque je crois qu'il y a eu même des études entre la tessiture et la voix de la Calas et la voix d'Oum Kalsoum. Et on a dit que la voix d'Oum Kalsoum, même techniquement, était supérieure aux harmoniques de la Calas. Et c'est évidemment un mythe dans le monde entier, mais particulièrement dans le monde arabe. Il ne faut pas oublier que du vivant d'Oum Kalsoum, chaque jour, tout le monde arabe écoutait Oum Kalsoum entre 7h et 7h20, je crois, le matin. Toute la vie s'arrêtait pour écouter Oum Kalsoum tous les jours pendant 20 minutes. Enfin, c'était un mythe incroyable. Et en fait, je vais voir cette femme, j'ai aucune idée de ce que c'est. Vous l'avez vue sur scène ? Je l'ai vue sur scène, j'ai eu la chance de la voir sur scène, un des rares concerts qu'elle a pu faire à cette époque-là, et des derniers concerts. Et en fait, je suis sorti du concert et j'ai dit à ma mère, je veux me marier avec elle. Donc voilà, donc ça m'a suivi depuis jusqu'aux pyramides avec cette histoire, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une voix qui est extraordinaire. De votre panthéon musical, il y a aussi ceci. Alors ça, c'est Red Chat, c'est mon premier 45 tours.
Georgia in My Mind d'un côté et qu'on entend et What I Say de l'autre, qui était le premier morceau que j'ai appris à la guitare comme beaucoup à cette époque. Et Ray Charles, pour moi, ça résume beaucoup de choses. C'est pour moi la sensibilité à l'état pur, c'est la musique à l'état pur, c'est en même temps ce mélange entre une extrême vulnérabilité et une dynamique formidable et une énergie formidable. Et puis, ça m'a suivi tout au long de ma vie. Un jour, j'étais dans l'avion à Los Angeles, je revenais à Paris, et j'étais assis du côté du hublot, et puis il y a quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de moi, et au bout de quelques minutes, il me dit, écoutez, ça ne vous ennuie pas qu'on change de siège, parce que je ne peux pas voyager si je ne suis pas à côté de la fenêtre. Et c'était Ray Charles. Quand on sait qu'il est effectivement non-voyant, de vouloir être absolument à côté du hublot paraît un peu bizarre. Et on a parlé de tout ça, et on a eu un très beau contact. Il m'a expliqué ce que c'était pour lui, d'une part, de faire de la musique sans voir, et donc simplement par le toucher, par l'écoute, qui est une chose qui m'a toujours importé. Pour moi, le travail sur les instruments électroniques est l'inverse des idées reçues, l'inverse de ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire le fait d'une musique très sans émotion, très robotique, très déshumanisée, mais au contraire, ce travail sur le toucher. C'est-à-dire que c'est les instruments, surtout des instruments du début, qui font partie un peu de la légende de la musique électronique, sont très sensuels, même aussi sensuels en tout cas qu'un violon, qu'un piano, etc. Et ce rapport à l'instrument est pour moi un rapport qui est fondamental. Et c'est vrai qu'évidemment, quelqu'un comme Ray Charles est quelqu'un qui n'a pu avoir une relation avec les instruments qu'au toucher, à l'oreille bien sûr, et au toucher. Votre parcours, il nous est raconté, Jean-Michel Jarre, par Bérengère Deschamps. Une foule en délire, une musique venue d'ailleurs, cela fait plus de 30 ans que ça dure pour Jean-Michel Jarre. Une carrière unique pour ce recordman mondial des concerts électroniques. C'est pourtant dans la variété qu'il débute, comme parolier et compositeur, pour Christophe, Patrick Juvet ou encore Françoise Hardy. Mais l'appel de la musique électronique est plus fort. La musique électronique, c'est pas seulement la techno, c'est beaucoup d'autres choses. Cette musique, Jarre la fera découvrir en 1976 avec son premier album concept, Oxygène. Le succès est alors immédiat, et pour combler son public, Jarre est prêt à toutes les folies. Paris, Londres, Moscou, Jarre envahit les 4 coins de la planète. Un concert pour la venue du pape Jean-Paul II, un spectacle au pied des pyramides, des concerts en Chine, jusqu'alors impénétrables. Jarre choisit toujours des lieux emblématiques. On vit à l'époque de l'électronique, ça fait partie de notre génération, ce qui ne veut pas dire que les émotions elles-mêmes doivent être robotisées ou mécanisées. Les émotions sont bien là et Jarre transporte son public. À chaque spectacle, l'artiste s'entoure de centaines de musiciens et de décors, à chaque fois revisités. Je me suis toujours dit, ça c'est le spectacle. Un jour, je voudrais vraiment faire ça. Des spectacles comme terrain de jeu pour celui qui ne prend pas une ride au fil des ans. Créé comme il respire, c'est peut-être ça son secret pour rester jeune. Jean-Michel Jarre, quel a été le concert le plus émouvant pour vous ? C'est vrai que longtemps, j'ai considéré que le concert que j'ai fait à Lyon, pour des raisons évidentes, c'est ma ville natale, pour la visite du pape Jean-Paul II dans une atmosphère extraordinaire, est un des moments les plus forts. Et puis il y en a eu un autre après, plus récent, qui est le concert que j'ai fait à la demande de Lech Walesa pour Solidarność, les 25 ans. Voilà. Et ça, c'est certainement aussi un des moments très forts. Le public polonais qui suit mon travail depuis le début, puisque derrière le rideau de fer à cette époque-là, une des musiques qui était interdite parce qu'elle était liée, je l'ai appris d'ailleurs récemment, liée au sentiment d'évasion, de liberté, etc. Et finalement, les disques étaient interdits. Donc tous mes disques passaient sous manteau, si je puis dire. Et donc il y avait une attente du public polonais, et en même temps de retrouver tout ce public polonais dans l'endroit où finalement le communisme a basculé, c'est là où tout a basculé, comme on le sait, était un moment absolument extraordinaire. Vous y retournerez parce qu'on a reçu des mails venant de Pologne demandant si la tournée passera par la Pologne. Je commence d'ailleurs la prochaine partie de la tournée à Katowice en Pologne. C'est le premier concert qui doit y avoir lieu le 1er mars, je crois, ou le 1er mars, c'est ça. Je voudrais juste rectifier une petite chose que j'ai entendue, c'est qu'en disant finalement que je choisis des endroits, en fait, c'est jamais des endroits que j'ai choisis. On ne peut pas se réveiller un matin comme il a pu être pensé ou dit dans...
prestigieux. Non, mais en disant, un jour, moi, je me réveille, et puis entre le thé ou le café, je décide d'aller jouer aux pyramides. Ça se passe évidemment pas comme ça, chacun peut le comprendre. C'est la plupart du temps, vous êtes sollicité. Toujours, des gens j'ai eu le privilège qu'effectivement, on me demande, on me demande d'aller jouer ou de réfléchir sur un projet dans tel ou tel endroit. On regarde. Qu'est-ce que vous redoutez le plus lors de vos concerts? Une mauvaise météo quand c'est en plein air, une panne d'électricité? Tout. Enfin, moi, je suis un tracker. Oui. À Londres, on a eu des tas de mésaventures, de pannes, de tempêtes, etc. Alors, ça vous est arrivé d'annuler? Non. Je touche du bois. Il n'y en a pas. Bon, mais je le touche, la ça tête. Va, je me brouille, oui. Voilà. Non. Enfin, il y a eu des concerts il y a eu un concert notamment au Mexique qui n'a pas eu lieu, mais pour d'autres raisons. Parce que les Mexicains ne sont pas le Mexique n'est pas un monstre de rigueur comme pays. Et c'est vrai que c'était un projet sur l'éclipse qui devait se passer pendant l'éclipse du Soleil, au pied de la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil à Teotihuacan. C'était vraiment un horaire précis. Et donc, il fallait pas être en retard. Et donc, il y a eu un peu de retard, ce qui fait qu'on a raté l'éclipse. Donc, ça s'est pas fait. Mais sinon, en dehors de ça, non, ça va. Et c'est vrai qu'une des idées que j'avais depuis longtemps, c'était justement de faire cette série de concerts, puisque c'est un peu ma première tournée à travers le monde. C'est pas un peu, c'est complètement. Et donc, je me sens vraiment comme un débutant par rapport à ça, puisque j'expérimente en même temps des choses que je n'ai pas beaucoup faites dans ma vie, et en même temps aussi avec le fait de partager dans une proximité différente, une immersion peut-être encore plus totale dans la musique, dans la manière de faire de la musique, comme on en a parlé tout à l'heure, et puis aussi avec une scénographie qui peut être justement ne pas dépendre du vent, de la pluie, et de plonger justement, de partager avec le public qui a souvent fait des centaines ou des milliers de kilomètres pour venir me voir, de venir sur leur terrain partager un moment plus de proximité. Exactement. Oui. Jean-Michel Jarre, on est allé dans votre antre, c'est là où vous créez, c'est là où tout commence, c'est à Bougival, direction donc votre studio, et c'est Marianne Robineau et Éric Delagneau qui vous ont accompagné durant ces quelques heures. Bonjour, bonjour. Alors ici vous avez donc des tas d'instruments, y compris un instrument très analogique qui est le vélo. Quand rien ne vient, c'est extrêmement bon d'aller trouver l'inspiration au bord de la scène. Donc instrument très très important du studio, le vélo. Là, c'est un morceau sur lequel on travaille. Et je ne sais pas si on a du son, d'ailleurs. La technologie vous dicte les styles, et c'est pas l'inverse. Et donc ces instruments-là, moi, me permettent de faire un certain nombre de choses que je n'aurais pas pu faire du tout il y a 2 ou 3 siècles. Mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple, si Vivaldi existait, ce serait peut-être Metallica. Moi, j'ai été un des premiers à travailler sur ces instruments et de cette manière-là, c'est-à-dire de considérer la musique en termes de son et pas seulement en termes de notes ou de solfège. Il n'y avait rien à quoi se comparer. Et ça, c'est vertigineux dans un sens, mais c'est extrêmement confortable dans l'autre. Ça vous permet justement d'aborder les choses de manière totalement inconsciente et innocente. C'est un instrument qui marche avec des ondes électromagnétiques. En fait, vous avez une antenne, et vous avez une antenne qui fait le volume et une antenne qui fait la hauteur. Et vous voyez, l'inspiration, c'est le fait de se retrouver dans un état d'éponge
qui permet d'absorber les différentes choses qui vous arrivent dans la vie. Et effectivement, toutes ces émotions-là, je les retranscris avec mon médium, qui sont en fait ces instruments qui ont fait toute ma vie depuis que j'ai décidé de faire cette musique-là et pas une autre. Je pense que quand on a envie de s'exprimer, que ce soit à travers un stylo ou avec un stylo et un papier quand on écrit, on s'aperçoit que c'est l'outil qui détermine votre style et pas l'inverse. L'idée de la transmission est quelque chose de fondamental et important aussi pour moi. Quand il y a beaucoup de jeunes qui me posent des questions sur la manière d'aborder la musique, etc. Et donc là, sur le plan de l'inspiration et du style, c'est que je crois, et de ce qu'on a envie de faire, c'est tout simplement, je crois, absolument de suivre son chemin et d'arriver à suivre le précepte de Cocteau qui est ce qu'on te reproche, fais-le, c'est toi. Et en essayant de creuser en soi plus que d'essayer d'être seulement influencé ou de copier. La création, en tout cas, a toujours été liée au fait de ne pas suivre une ligne, mais d'essayer de trouver la sienne. Jean-Michel, vous parlez de transmission. Pourquoi il n'y a pas de première partie dans vos concerts? Alors, souvent, c'est pour des raisons techniques, parce que la scénographie étant un peu particulière, c'est comme quand on va au théâtre, il n'y a pas de première partie, ou à l'opéra, il n'y en a pas non plus. Enfin, sans jugement de valeur et sans comparaison, mais et c'est vrai que la manière dont les choses sont organisées sur scène, avec l'équipement qu'on a, c'est pas très pratique. Mais sinon, c'est évidemment quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Et si on parle de transmission et de première partie, j'ai très envie, d'ailleurs, aujourd'hui, d'établir des collaborations, des passerelles entre, justement, les gens qui, aujourd'hui, rejoignent le bateau de l'électronique, puisque la musique électronique, quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu qui est un peu un ghetto ou un peu un truc élitiste, alors qu'en fait, finalement, aujourd'hui tout le monde fait tous les gens de la musique sont des sortes de Monsieur Jourdain, plus ou moins, qui font de la musique électronique sans le savoir, que ce soit dans le rock, dans le hip-hop, dans le rap, puisque la musique électronique n'est pas un genre en soi, mais c'est plutôt une nouvelle manière de composer, et avec des outils différents et des instruments différents. Donc, et surtout le fait qu'on puisse être son propre luthier, c'est-à-dire qu'on puisse fabriquer ses propres sons. Il y a un rapport, je fais en tant que bon lyonnais, souvent cette analogie entre la cuisine et la musique, pour moi, c'est vraiment de mélanger, de faire des recettes de cuisine. Et la composition avec la musique électronique, c'est ça, exactement. Oui. Plus d'ailleurs qu'avec un papier et une partition, parce que finalement c'est plus abstrait. Vous êtes plus éloigné du son et de la matière sonore quand vous écrivez de la musique sur un morceau de papier, que vous le faites jouer ensuite à un orchestre, plutôt que justement de mettre les mains dans le cambouis. Vous dites que votre studio est votre bulle. Vous avez besoin d'être un peu coupé du monde pour créer, pour innover, pour imaginer? Je crois que c'est enfin pour moi en tout cas, et par rapport à la manière dont je travaille, c'est vrai que ça se rapproche plus de l'atelier du peintre ou de celui qui va écrire. Donc, et plutôt vous vivez en ermite dans ces cas-là? Oui. Alors, vous êtes irascible dans ces cas-là? Irascible, il faudrait demander à mon entourage. Donc moi, forcément, je vais dire que non, mais ça peut arriver. Mais surtout, bon, c'est vrai que pour l'entourage, ça peut être compliqué parce que j'ai pas des horaires très fixes et j'ai la chance de partager ma vie avec une artiste, et Anne Parillo, qui elle aussi peut comprendre ce genre de choses. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il vaut mieux que les gens qui vivent avec vous comprennent vos horaires. Alors il y a quelqu'un aussi qui vous comprend très très bien. Elle partage votre vie depuis 24 ans. C'est Fiona, votre manageuse. Alors on lui a demandé les bons et les mauvais côtés de Jean-Michel Jarre. Ça fait 24 ans que je travaille avec Jean-Michel Jarre. Et si je devais résumer les deux bonnes raisons qui font que notre relation perdure et que je reste aujourd'hui son manager après tant d'années, c'est que premièrement, il a eu la générosité de me donner une chance, dans la vie à 20 ans. Deuxièmement, je dirais que c'est un homme extrêmement cultivé. Donc, on apprend beaucoup de choses en dehors, j'allais dire, du cadre professionnel. Je dois dire quand même qu'il a quelques défauts. C'est un homme extrêmement exigeant, qui veut que tout soit fait à la perfection. Et donc, au bout d'un moment, ça peut être très fatigant parce que ce n'est jamais parfait. Et la deuxième chose, effectivement, son métier n'est pas un travail. Donc, les journées n'ont pas de début, ni pas de fin, donc ni de week-end, ni de jour férié. Donc, parfois, c'est un petit peu difficile de lui faire comprendre qu'il y a une vie par ailleurs pour d'autres.
Alors, j'ai juste une question à te poser. Après ce marathon mondial de notre tournée à travers le monde 2010-2011, s'il te plaît, peut-être 15 jours de vacances, ce ne sera pas de trop. Je t'embrasse. 15 jours de vacances, Jean-Michel Jarre, c'est une éternité pour vous? Non, j'en étais sûr, hein, j'étais sûr de ça. De toute façon, elle s'organise très bien. C'est une doléance. Elle sait couper son portable quand il faut, donc il n'y a aucun souci. Les vacances, vous exécrez? Non, pas du tout. Non, mais les vacances, non, pas du tout. Moi, je rêve de ne rien faire. Ça, moi, de toute façon, bizarrement, d'ailleurs... Ne me dites pas que vous êtes un paresseux, contrarié. Mais bon, parce qu'effectivement, beaucoup de gens qui bossent beaucoup et qui font beaucoup de choses le disent. Je pense que c'est un fantasme en même temps, mais c'est vrai. C'est vrai que moi, j'adore flâner, j'adore ne rien faire, mais c'est vrai que j'adore le principe de l'école buissonnière. Parce que l'école buissonnière, c'est de ne pas faire les choses là qu'on doit faire. Et donc, les tournées, pour ça, sont formidables, parce que vous êtes un peu pris en main. Je comprends pourquoi maintenant, d'ailleurs, sur le tard, pourquoi il y a tant de gens qui adorent les tournées. Parce qu'on est totalement irresponsable. Vous êtes pris comme un handicapé d'un endroit à un autre. On vous met dans un bus, on vous met dans un avion, vous allez sur scène, on repart, etc. Parce que votre tournée, elle se passe en bus, non? Alors, moi, j'ai beaucoup insisté, en tout cas en Europe et aux États-Unis, pour voyager non pas en avion, mais en bus. Parce que je trouve qu'au moment d'Internet et de voyages qui passent, on passe à 300 ou 400 km/h avec les trains ou en avion, finalement, on n'a plus le sens des distances, on n'a plus le sens de ce qu'on traverse. Et je trouve que voyager l'Europe, là, j'ai fait des concerts dans le nord de l'Europe, en Europe de l'Est, traverser la Scandinavie, etc. En avion, c'est dommage. Alors qu'en bus, finalement, on traverse vraiment, pas seulement les paysages, mais on s'arrête dans des endroits. C'est une manière de voir à quel point la manière dont les Européens vivent, par exemple, si on parle d'Europe. Et moi, j'ai été très frappé, et toute l'équipe a été très frappée, par exemple, quand on a traversé la Roumanie il n'y a pas très longtemps, de voir qu'on a eu, au fond, les Roumains sont comme les Français, les Italiens, enfin, on est très très proches. Et quand on traverse la Roumanie, il y a des endroits qui sont d'une pauvreté, mais absolument hallucinante. On n'a aucune idée. On parle souvent du tiers-monde, des gens qui souffrent comme étant des gens qui finalement sont d'un autre continent, mais c'est à la porte de chez nous. Et ça, c'est une leçon en même temps importante dans les tournées, justement, de pouvoir justement être en contact avec tout ça. Est-ce que vous avez été un contre-exemple, le contre-exemple de l'éducation manquante de votre père dans l'éducation de vos propres enfants? On essaie toujours de faire le contraire de ce qu'on a reçu, ou au contraire, quelquefois, suivre aussi l'exemple de ses parents, ce qui est finalement plutôt le sens qui serait logique. La logique. Et vous? Et moi, j'ai essayé justement de donner à mes enfants ce que je n'ai pas eu. Et en essayant d'équilibrer ça, et effectivement, je crois... Enfin, moi, quand je vois le résultat de mes grands-enfants, aujourd'hui, Émilie David et Barnabé aussi, qui est les trois. Je suis plutôt très heureux et très fier de ce qu'ils sont, et surtout de notre relation. Et puis quand je vois aussi mes enfants, mes jeunes enfants, qui sont les enfants d'Anne, mais qui sont les miens aussi, que j'élève, qui sont beaucoup plus petits, qui sont voilà. Enfin, il y en a une troisième qui maintenant a quitté qui a plus de 20 ans, mais il y en a deux petits qui ont entre 8 et 10 ans. Et c'est une manière aussi de garder une certaine fraîcheur dans une vie. Ça, c'est un très grand privilège d'avoir des jeunes enfants, d'avoir deux catégories d'enfants dans une vie comme ça, de deux âges. Comment on endosse le rôle de beau-père? En fait, bizarrement, quand on parle de mon père qui n'a pas assumé ses responsabilités en tant que père avec ses enfants biologiques, il se trouve que moi, dans ma vie, sans doute par réaction, je n'ai pas adopté des gens complètement étrangers à moi, mais j'ai passé ma vie beaucoup à élever aussi des enfants qui avaient été faits partiellement ou complètement par les autres. C'est-à-dire, notamment, ça a été le cas pour Barnabé, mon fils aîné, qui est le fils de Charlotte Rampling quand on se rencontre, et que j'ai élevé exactement comme mon fils, parce que je l'ai eu à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, j'ai aucune différence entre les trois. Et puis aujourd'hui, j'ai à nouveau 2 enfants qui sont pas mes enfants biologiques, mais qui sont mes enfants. Et d'une autre génération. Et d'une autre génération. Et ça se passe, je crois, très bien. Il faudra leur demander le résultat plus tard, mais je pense que ça se passe très bien. Et j'essaie d'être aussi présent que possible et de leur donner ce que je n'ai pas eu. Est-ce que vous avez l'esprit de famille? Beaucoup, et de plus en plus. Je pense que c'est la chose la plus importante. La famille élargie d'ailleurs, parce qu'il y a la famille, les familles recomposées. On a la chance aussi, nous, d'être dans une famille où ça se passe bien, les relations entre les différents membres de ces familles.
Cette famille recomposée fonctionne bien. Et puis aussi la tribu rapprochée. On voyait Fiona tout à l'heure, elle fait partie de la famille comme les gens avec qui je travaille, comme les musiciens avec qui je travaille depuis des années. Qu'est-ce que représente Stéphanie Jarre? Alors Stéphanie, évidemment, est ma sœur et fait partie, évidemment, intégrante par définition de cette famille. Ma demi-sœur, elle a souffert de la même manière de la béance et du manque de... Est-ce que vous savez ce qu'elle pense de vous? Elle est assez secrète, donc... Alors, regardez, bah voilà, c'est le moment... elle a accepté, justement, de nous confier quelques petites choses qu'elle sait de vous, Stéphanie. Il y a une vingtaine d'années, on s'est retrouvés. Parce qu'il avait envie d'avoir cette démarche. Et après, on ne s'est plus vraiment quitté. Alors on se voit assez peu, mais on sait que l'un existe pour l'autre. Finalement, Jean-Michel était quelqu'un qui avait énormément souffert de l'absence du père. Quelque part, cette souffrance, ces failles ont fait qu'il est devenu ce qu'il est. Maurice était très fier de Jean-Michel, mais il ne le disait pas. C'est-à-dire qu'il était toujours très intéressé de savoir ce qu'il faisait, sur quel projet il était, etc. Quelque part, ils se sont loupés tous les deux. Et la chose qui aurait été fabuleuse, c'était de voir un projet où le père et le fils auraient pu être liés et de les voir sur scène. Pour assister à ce mariage, Maurice était venu spécialement des États-Unis. Et comme cadeau de mariage, il lui avait écrit une magnifique sonate. J'étais un petit peu jalouse à l'époque, mais voilà, c'était magnifique parce que c'était le plus beau cadeau que Maurice pouvait faire à Jean-Michel. On a l'impression aussi que le fait d'avoir manqué cette cellule familiale quand il était enfant, bah finalement il a retraduit maintenant en ayant tout son clan. Il est complètement en admiration devant ses propres enfants et complètement en phase avec la génération de ses enfants. Et c'est un féru d'architecture, de peinture, etc. Et puis, il est justement en demande de tout ça. Donc, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il reste jeune dans sa tête. Il n'a jamais changé, finalement, il est comme ça. Il est beaucoup plus jeune que moi dans sa tête. Il vieillit pas. Il vieillit pas. Il est magnifique. Et Stéphanie est votre cadette. C'est une coquetterie peut-être, non? De dire qu'elle se sent plus vieille que vous. Ah bah ça, c'est une coquetterie totale, bien entendu. Et puis c'est vrai que j'en profite pour lui dire que c'est vrai que ce morceau de musique est probablement le seul cadeau que j'ai eu. Je le partage volontiers avec elle. Ça nous appartient à tous les deux, bien entendu. Stéphanie Jarre, qui est aujourd'hui une grande décoratrice de théâtre et aussi de télévision. Et puis elle a eu la chance, effectivement, que je n'ai pas eu, d'avoir un père, on parlait des beaux-pères, un beau-père formidable, en la personne de Michel Drucker, puisque Dany Saval, la femme de Michel Drucker, était donc la mère de Stéphanie. Et c'est vrai qu'elle a eu la chance d'avoir un beau-père extraordinaire. Michel Drucker a vraiment l'a élevé comme sa propre fille, et c'est son vrai père, en fait. Ce que je n'ai pas eu, ce qui lui a permis certainement de pouvoir rééquilibrer l'image paternelle. Elle évoquait d'ailleurs son père par son prénom, Maurice. Vous l'avez appelé papa, votre père? Non. Peut-être quand j'étais petit, mais je savais à peine parler, donc à mon avis, c'était quand même encore des anonnements. Donc ça a été un anonnement tout au long de notre existence en ce qui concerne la manière dont je l'appelais. Et puis il y a eu même une période où je pense qu'il ne voulait pas non plus reconnaître qu'il avait un père. Et je me souviens même d'une chose, quand j'avais une vingtaine d'années, où je l'ai vu, et puis ça l'embarrassait un peu qu'on puisse connaître, qu'on puisse savoir qu'il avait un grand-fils. Donc, c'est malheureusement... C'est d'ailleurs triste pour lui, par rapport à l'âge, par rapport au fait de ne pas vouloir assumer un enfant qui était pratiquement adulte. Et c'est quelque chose, alors moi, que je n'ai pas du tout. Je suis extrêmement fier d'avoir mes enfants, de les assumer, d'avoir des petits-enfants. J'ai 4 petits-enfants. Et je veux dire que ça empêche, je pense, non seulement ça empêche rien, mais je trouve que c'est dommage de passer à côté de ça et de ne pas l'assumer, bien entendu. Enfin, c'est des choses qui paraissent claires pour la plupart des gens qui nous écoutent ce matin. Comment vous êtes perçu dans le monde de la musique? Quelles sont vos influences? Quels sont aussi vos héritiers? On a demandé à un journaliste de France Inter, qui vous connaît bien, qui vous suit depuis très longtemps, de décrypter justement la planète Jarre. C'est Didier Varro. Jean-Michel Jarre, c'est en 1976 le premier artiste qui impose ce qu'on n'appelait pas à l'époque de la musique électronique. On appelait ça de la musique instrumentale, synthétique. En tout cas, à ce moment-là, il arrive comme un véritable précurseur. C'est-à-dire qu'il y a tout dans Jean-Michel Jarre. Il y a l'image, il y a le son,
Et voilà, ça donne un ensemble assez moderne pour l'époque. Il a fait en sorte que tout d'un coup, il y ait des tubes numéro 1 dans le monde entier qui ne soient pas chantés. C'est quand même la première fois qu'on avait des tubes instrumentaux. Donc ça, c'est quand même... et ça sera repris évidemment par toute la culture techno dans les 20 années qui vont suivre. Après, aujourd'hui, on a des artistes bizarrement assez pointus qui soit s'inspirent de Jean-Michel Jarre, soit le reconnaissent aujourd'hui comme un artiste hyper important. Turzi, par exemple, rend à travers un morceau au moins un hommage très appuyé à Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre était peut-être victime de son succès et de sa démarche artistique, qui était aussi une démarche, je dirais, très très vite spectaculaire, un peu mégalomane, d'investir des lieux un peu inédits pour créer l'événement une soirée autour d'un concert ou d'une sorte de happening spatial dans lequel il était le grand ordonnateur avec ce côté un peu prophétique et messianique, et il s'est peut-être un peu embourgeoisé, et on sait bien que dans n'importe quel genre musical il ne faut jamais s'embourgeoiser, il faut se remettre en question. Il a beaucoup inventé, il doit aujourd'hui se réinventer. Ce qui lui manque, c'est la volonté peut-être d'être fragilisé, et peut-être pour quelqu'un qui ressemble au portrait de Dorian Gray, d'appliquer les mêmes recettes curieuses qu'il a pour son physique à sa musique, c'est-à-dire de lui redonner cette jouvence absolue. Est-ce qu'il a déjà été dans une rave party ? Mais une vraie rave, hein, pas une rave organisée par les institutions. Est-ce qu'il s'est déjà perdu dans la transe d'une rave party ? Je me suis toujours posé cette question. Si tel n'était pas le cas, c'est ce que vous lui conseilleriez de faire ? Aujourd'hui, il y a moins de raves, mais il reste les rêves. Alors, une rave party, vous connaissez ? Ah oui, j'étais dans plusieurs, dans les premières, pour Oui, lui répondre, dans les premières rave parties en Angleterre, dès la fin des années 80. Et la dernière, c'était quand ? Ça n'existe plus maintenant. Donc c'est déjà une chose qui est démodée, pratiquement, les rêves. Mais c'était effectivement, je comprends pourquoi il fait ce lien, c'est que c'était des happenings aussi, qui étaient directement influencés au fond de ce que j'ai instauré, c'est-à-dire quelque chose qui a lieu dans un endroit qui n'est pas fait pour ça et qui a lieu qu'une seule fois. Et donc, et qui met en scène la musique électronique de manière visuelle avec les technologies de notre époque, que ce soit la lumière, le laser, la vidéo, etc. Est-ce que vous pensez être un artiste fragile ? Puisqu'il dit, c'est important pour ne pas s'embourgeoiser de rester fragilisé. Alors, moi, c'est amusant parce que, en fait, la lecture que j'ai de tout ça, c'est plusieurs choses. C'est à la fois le fait que moi, je me sens extrêmement vulnérable et fragile et pas du tout installé, pas du tout embourgeoisé. Personnellement, enfin, je me sens très instable dans la manière dont j'approche les choses, c'est-à-dire que je me sens pas du tout installé, voilà. Et j'ai toujours autant de doutes qu'au départ, toujours l'impression d'avoir fait des brouillons dans ma vie. Et c'est vrai que je me suis, sans doute, ces dernières années, j'ai eu une sale période, au fond, qui était le fait que je me suis laissé peut-être emporter ou influencer par toute cette espèce de vague qui a fait penser pendant une quinzaine d'années à ce que la musique électronique était uniquement la musique qui était la musique de danse, de discothèque, etc. Alors qu'en fait, la musique électronique, c'est beaucoup plus que ça. Quand on prend des groupes comme Air, comme Massive Attack, toutes les musiques de films avec de l'électronique, etc., on s'aperçoit bien que la musique électronique n'est pas faite seulement pour être écoutée ou consommée, je dirais même en discothèque. Et donc, ça met un peu de temps à comprendre que à l'inverse de ce que dit Didier, Varro, à l'inverse, je pense qu'il ne faut pas se renouveler quand on est un artiste. Il faut simplement ne pas perdre ses racines et ne pas perdre sa voix. Et que donc avoir une constance. Et je pense, c'est Fellini un jour qui m'a dit ça, qui m'a dit, tu sais, à la fin de ma vie, je me rends compte que j'ai toujours voulu me renouveler, faire des films différents, et qu'en fait, je me rends compte que j'ai toujours fait le même film et que je n'ai cessé d'essayer de l'améliorer au fil du temps. Et je pense que c'est ça. Donc je pense que c'est un piège, et d'ailleurs très médiatique, d'attendre des artistes qui se renouvellent. Parce que c'est comme ça, justement, qu'ils s'embourgeoisent. Je pense que, justement, il faut continuer à douter et à créer à partir de ses propres racines. Une petite épreuve, vous qui avez l'oreille très exercée. 3 sons. À vous de reconnaître ces sons. Le premier.
Ça peut être ça peut être un baiser passionné. Pas mal, vous vous y connaissez en baiser passionné, semble-t-il. Autre son. Ça, c'est en général ce qui se produit après le son précédent. Très joli. C'est-à-dire qu'après le baiser passionné, théoriquement, ça fait monter la pulsation cardiaque. Oui, c'est un battement de cœur de fœtus en plus. Très bien, mais ça, Voilà. on peut tous Donc, redevenir à l'état de fêtus à certains moments dans notre vie. Mais c'est la suite du baiser. C'est la suite du baiser, ça va avec. Autre son. Ça, c'est plus compliqué. Ah, c'est quelqu'un que vous connaissez bien pourtant. C'était dans un film. Alors, je peux leur écouter une deuxième Oui, fois. oui. Dans le film Innocent Blood, non C'est Nikita. Nikita. Ah, bah, Oui. ça pouvait être. Je pensais que c'était Anne, mais dans un autre film, un film de vampire qu'elle a fait, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Innocent Blood de John Landis. Mais c'était bien elle. Donc, en fait, tous ces trois sons sont Voilà. très liés. N'est-ce pas? Je veux dire que on pourrait même C'est en une faire un histoire. petit scénario. Oui. Un petit scénario pour le samedi matin, c'est parfait. Je vais vous emmener. Beaucoup de téléspectateurs regardent l'émission Au lit. Alors nous allons aussi au lit pour traiter de phénomènes de société. Venez Très avec bien. moi. Jean-Michel Jarre, 5 thèmes vous sont proposés, vous en choisissez 3. Donc voici le sommaire. La révolution Avatar, l'éducation sacrifiée, un rapport de l'UNESCO, Soulage le Grand, le peintre, la Chine sur la Lune, et Mozart et les prématurés. Bah, c'est très très dur, j'ai envie de prendre les 5. Parce que les 5 sont vraiment intéressantes. Et moi j'ai envie de dire une petite chose sur chaque. Regardez. 1,9, c'est en milliards de dollars le montant des recettes d'Avatar, un record mondial. 1 mois et demi après sa sortie, le film de James Cameron détrône Titanic. La 3D, ça vous donne des idées ? Et 12 millions d'entrées en France. Alors ça, moi, Avatar, c'est un vrai qu'il phénomène. y a eu un avant et un après Avatar. Au niveau de l'industrie cinématographique, c'est magnifique que quelqu'un ait pu, grâce au succès de Titanic et grâce à l'argent qu'il a pu gagner, réinvestir tout ça, parce que c'est lui qui l'a fait, pour faire avancer les choses au niveau du cinéma. C'est le même choc qu'il y a eu entre le passage du noir et blanc à la couleur. Et ça me touche beaucoup parce que les concerts que je fais fin mars à Strasbourg et à Liège vont être filmés avec les caméras de James Cameron en 3D. Ce sera la première fois qu'un concert est capté en 3D. Donc c'est un double intérêt que j'ai avec cette nouvelle technologie. Un rapport de l'UNESCO. Une génération d'écoliers sacrifiés. C'est la conclusion du rapport de l'UNESCO 2010 sur l'éducation. En cause, la crise financière mondiale. À l'heure actuelle, près de 72 millions d'enfants ne vont toujours pas à l'école. L'éducation, une priorité seulement sur papier ? Vous êtes ambassadeur pour l'UNESCO. Je suis ambassadeur de l'UNESCO depuis une quinzaine d'années et c'est vrai qu'on parle, au moment du sommet de Copenhague, on a parlé beaucoup du réchauffement climatique. Moi, je suis depuis Oxygène un écologiste convaincu bien avant la vague verte et je suis un peu agacé souvent de voir cette espèce d'arrogance humaine qui consiste à penser qu'on a entre nos mains le destin de la planète. On s'est aperçu récemment encore avec Haïti qu'on ne peut rien contrôler, mais que la seule chose, en revanche, qui est urgente sur lequel il faut se pencher, c'est le problème de l'éducation. Je pense que l'éducation, que ce soit pour les extrémismes religieux, pour mieux comprendre les phénomènes naturels, comme les tsunamis ou les tremblements de terre, et évidemment aussi pour améliorer le sort des humains de la On n'en planète. est pas là, c'est l'inverse. En raison de la crise, il y a un repli. Exactement. Et chaque jour, là en ce moment, il y a un enfant illettré toutes les 10 ou 15 secondes de plus sur la planète. Donc ce sont les deux problèmes. Le problème fondamental de la planète très rapidement, c'est la démographie. On n'en parle pas suffisamment et c'est effectivement par l'éducation qu'on pourra résoudre tous ces problèmes. L'influence de la musique sur les prématurés. Les prématurés sont-ils mélomanes ? En tout cas, Mozart leur fait du bien. Selon une étude publiée ce mois-ci dans la très sérieuse revue Pédiatrix, les œuvres du compositeur autrichien aideraient les bébés nés précocement à grandir plus rapidement. Et votre musique, quelle vertu thérapeutique ? Vous y croyez ? Ah bah tout à fait, parce que j'ai même étudié ça quand j'étais étudiant, ce qu'on appelle la musicothérapie. Et d'ailleurs, ma musique a été très largement et est assez largement aussi utilisée dans les
musicothérapie. Donc c'est quelque chose que je connais bien. Dans les maternités aussi? Alors dans les maternités, je ne sais pas, mais en tout cas, notamment pour tout ce qui est les soins j'ai beaucoup travaillé à l'époque du groupe de recherche avec quelqu'un qui s'appelle Thomas Tiss, qui est un des très très grands chercheurs et trouveur, si je puis dire, du rapport entre l'oreille et les fonctions cérébrales, et notamment le fait de pouvoir soigner tous les problèmes de schizophrénie infantile en recréant par exemple le ventre de la mère, l'univers sonore du ventre de la mère. Et donc je me suis beaucoup penché là-dessus, et c'est vrai que certaines de mes musiques sont utilisées notamment en Scandinavie, au Canada, aux États-Unis et en Asie dans un cadre de thérapie. On va retourner à table car je voudrais vous présenter quelqu'un. D'accord. Donc je voulais simplement, avant qu'on passe à autre chose, dire que c'était très agréable de passer ce moment au lit avec Catherine Sellac, je voulais le dire. Quoi. Oui, c'est vrai que c'est une position en définitive qui est plaisante parce qu'il y a du confort. Oui, non, mais c'est une très bonne idée. Et néanmoins, on est assez concentré sur le sujet. Vous devriez même le faire même plus long. L'ensemble de l'émission, ça très bien. Alors j'ai vraiment beaucoup de plaisir, c'est même un honneur de recevoir un homme qui est parti avec son équipe en Haïti. Il s'agit de Thierry Lucas de Couville qui va venir nous rejoindre. Thierry Lucas de Couville a 26 ans, il est marié, il a 2 enfants, il appartient à l'unité de sécurité civile de Brignoles dans le Var. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Jean-Michel Jarre. Vous êtes parti une dizaine de jours en Haïti. On a souhaité que vous soyez là parce que, bien sûr, votre expérience nous touche, nous intéresse, votre témoignage aussi. Et Jean-Michel Jarre avait différentes questions également à vous poser. Tout d'abord, expliquez-nous quelle était votre mission. Vous êtes parti à 11 personnes. Alors, oui, une équipe de 11 personnes. Voilà, tout à fait. Nous sommes partis à plusieurs équipes de 11 personnes. Il y en avait 3 au total. Je commandais une de celles-ci. Et donc, justement, notre principale mission était d'aller sauver des Haïtiens ou même d'autres personnes coincées sous les décombres. Si vous restez un mot pour définir ce que vous avez vu. C'est inimaginable. C'est inimaginable, c'est impressionnant. Il y a énormément de décombres, énormément de décédés qu'on croise sur la route en prenant le bus pour rejoindre, donc de l'aéroport pour rejoindre le premier lieu d'intervention. C'est impressionnant. D'un autre côté, c'est une phase d'adaptation pour nous. Ça nous permet justement de nous faire au milieu. Et c'est aussi un petit moment de réflexion sur mettre en question, savoir quelle est notre mission, savoir pourquoi est-ce qu'on est venu se remettre dans le sujet. Combien de personnes avez-vous sauvé? Donc, nous avons trouvé une poche de survie avec 8 personnes. Et au final... C'était à l'hôtel? C'était à l'hôtel Montana, voilà, à l'hôtel Montana, tout à fait. Hôtel qui accueillait à peu près 200 personnes. Donc nous avons trouvé une poche de survie avec 8 personnes. Et sur les 8 personnes, 7 ont pu être sauvées vivantes. Et sur les 7, personnellement, avec mon équipe, nous en avons sauvé 5. Voilà. Donc nous avons sorti 5 personnes vivantes. Et hélas, une personne est décédée dans nos bras lors de son dégagement. C'était des Américains? Alors pour la majorité, c'était des Américains, oui, tout à fait. En fait, il y avait 7 Américains et un Haïtien qui n'était autre que le groom de l'ascenseur. Voilà, le personnel de service. Moi, j'ai une admiration sans borne pour ce que vous faites. J'ai été confronté, pas du tout de la même manière que vous, à certains moments, en tant qu'ambassadeur de l'UNESCO, à la souffrance. Et c'est vrai que se retrouver sur un plateau de télévision comme maintenant, de manière très civile, après ce que vous avez vu, c'est même presque impossible, comme vous le disiez, inimaginable, impossible à transmettre et à partager. C'est des choses qui sont complètement personnelles, qui vous ont sans doute marqué à vie. Et moi, je trouve que ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce genre de situation, c'est qu'il y ait justement des gens qui, professionnellement, ont choisi dans leur vie de faire preuve de civisme. Parce que le civisme, on peut tous l'être, mais c'est vrai que d'en faire un métier comme vous, pour moi, c'est évidemment une des plus belles, un des plus beaux rôles. C'était votre première mission en plus. C'était votre première mission. C'était ma première mission, oui, de ce genre sur un tremblement de terre, oui, tout à fait. Vous avez eu de réels contacts avec les Haïtiens? Oui, tout à fait. Plus sur la partie après l'hôtel Montana. Nous sommes restés environ 48 heures sur l'hôtel Montana. Donc là, nous avons quelques contacts avec les Haïtiens. Il ne s'agissait qu'en fait que des responsables de l'hôtel. Le vrai contact qu'on a pu avoir avec la population, il était plutôt après, où en fait on jalonnait la ville avec un camion Ben
Donc notre équipe circulait avec le matériel dans le camion Ben et effectivement donc on demandait des renseignements à la population pour savoir en fait quelle était la nature du bâtiment ou quel était le nombre supposé de personnes que l'on pourrait Là, on trouver est à en train de l'intérieur. passer les images d'Olivier Martinez de France 2 qui accompagnait Claude Sampère et aussi Marius Burgot qui était sur le terrain. Je crois d'ailleurs vous êtes partis ensemble, vous étiez dans le même avion. Est-ce que c'est gênant, les équipes de journalistes qui sont sur place pour vous ? Alors, elles ne sont pas vraiment gênantes. D'un certain côté, elles sont valorisantes pour nous parce qu'on se dit que ça fait toujours plaisir de mettre en image ces situations qui sont quand même assez extrêmes, qu'on a du mal à imaginer, je pense avant d'intervenir. Non, elles ne sont pas vraiment gênantes. Elles peuvent l'être. Après c'est un dialogue que l'on a à avoir avec les médias sur place. Justement, leur demander de respecter une certaine limite. Mais bon, je pense qu'effectivement, c'est très intéressant pour l'ensemble des citoyens de pouvoir suivre en fait une opération telle que celle-ci. On a évoqué peut-être l'excès d'amputation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là, je ne me prononcerai pas sur le sujet de l'excès d'amputation. Je ne sais pas au total combien d'amputations il y a eu. Vous-même, vous avez pratiqué des amputations dans votre équipe? Moi-même, non. Effectivement, le médecin qui accompagnait l'équipe, oui, a procédé à 2 amputations. La première amputation donc sur une des personnes donc, qui avait les membres inférieurs qui étaient écrasés par une masse de béton. Donc cette première amputation, celui-là a été faite. Elle est arrivée suite au décès d'une victime qui avait aussi les membres inférieurs écrasés. Et en fait, cette décision a été prise à la fois avec le médecin, mais aussi à la fois avec un de mes supérieurs, de savoir. Et c'est là où en fait il faut bien peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est le mieux en fait pour la personne? Est-ce que le mieux c'est effectivement qu'on la prive de ses jambes, qu'après elle n'en trouve plus l'usage et psychologiquement ça peut être très lourd à porter? Ou est-ce que le mieux c'est qu'on la sorte, qu'elle soit encore en vie et que sa famille au moins puisse la retrouver et qu'elle puisse rejoindre les siens? Donc en fait la première personne pour laquelle justement nous n'avons pas choisi l'amputation puisqu'on a essayé de la dégager, c'est un Américain qui s'appelait Sam, mais en fait on a travaillé une douzaine d'heures sur lui. Donc il avait un bloc de béton qui lui écrasait les 2 chevilles. Et donc là, à l'aide de marteau burineur, donc on a essayé de lui décoincer, d'éclater la roche pour lui décoincer le pied. Et sous là, on a mis une dizaine d'heures à lui dégager seulement une cheville. Et bon, de par la situation, puisque ça arrivait au moment où il est décédé, ça faisait 64 heures qu'il était sous les décombres avec ce morceau de béton de plusieurs tonnes sur les pieds. Voilà, arrivé à ce moment-là, je pense qu'il y a eu sans doute un phénomène de fatigue physique pour lui. Et puis, bon, je peux pas l'expliquer, hein, je ne suis pas médecin. Et voilà, donc du coup, il en est décédé. Et ce qui fait que pour la suivante, la décision a été presque prise tout de suite, où on s'est dit, bon, si on veut la sortir vivante, faut on voit sur ces images que vous rendez évidemment sous les décombres. C'est presque de la spéléologie que vous faites. Oui, tout à fait. Donc là, effectivement, c'est mon équipe que vous voyez à l'œuvre. C'est presque de la spéléologie, oui, tout à fait. On n'est pas formé dans la spéléologie, mais c'est vrai que, voilà, de toute façon, pour nous, il n'y a pas de question à se poser. Et que dit cette personne que vous venez de sauver? Alors là, écoutez, je ne sais pas à ce moment-là ce qu'elle dit. Je crois qu'elle dit qu'elle justement, elle est très heureuse d'être encore en vie et d'avoir pu être sauvée. Et qu'elle n'y croyait plus, il me semble, c'est ce qu'elle dit. Peut-être, je sais plus. En anglais. Oui, en anglais, tout à fait. C'était une Américaine et c'est la première victime que nous avons sortie des décombres. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience humaine? Plusieurs choses. La première chose, j'aurais toujours ce sentiment justement de stupéfaction quand on arrive justement sur Port-au-Prince, on débarque de l'avion, on est vraiment impressionné par tout ceci. Ensuite, ce qui reste marquant pour nous, donc que ce soit pour moi ou pour l'équipe, ainsi que l'ensemble des sauveteurs, justement, c'est ce phénomène justement de confrontation à la mort. Alors, d'une part, c'est est-ce que je vais arriver à temps pour extraire les victimes? C'est cette première question, et ensuite, c'est ce phénomène de se dire voilà, je suis confronté à la mort, c'est pas évident, et en fait au final ça peut laisser un mauvais souvenir. Et je pense que le plus mauvais souvenir que j'en ai de là-bas, c'est justement ces odeurs qui émanent de corps. Parce qu'au bout de plusieurs jours, justement, les corps sont gonflés, suintent éventuellement. Ouais. C'est quelque chose qui est vraiment très fort. Et ce qui est important quand même, je pense, à souligner, c'est qu'être confronté à la mort, on va dire quand c'est une personne dont le corps n'est pas mutilé, c'est une personne qui est propre, qui est nettoyée, qui est sur un lit de mort, qui ne sent pas, ça n'a rien à voir justement avec cette image et cette odeur justement d'une personne mutilée qui ressemble, c'est sûr, à un être humain, mais qui d'un certain côté ne l'est plus vraiment. Et cette odeur vraiment perçante qui va jusqu'à en imprégner les vêtements.
Vous y retournerez? S'il fallait le faire pour sauver, oui, j'y retournerai. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ah oui, c'est mon métier, donc j'y retournerai. Merci beaucoup Thierry Lucas-Cuville. Merci. Merci. C'est un honneur de vous avoir reçu ce matin. Merci. Au revoir, monsieur. Merci à vous. On va changer de tableau. Parce que changer de tableau après ça. La vie est faite de gravité, plus de légèreté. Je vais vous emmener au dos à dos. D'accord. Dos à dos, dos à dos, dos à dos, dos à dos. Dos à dos avec vous, Jean-Michel Jarre, et des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. La dernière fois que vous avez susurré des mots bleus à quelqu'un? Ce matin. Vous entendez votre musique dans un ascenseur, vous êtes vexé? Non, c'est un honneur sans cesse renouvelé. Surtout aujourd'hui. Quelle note, Jean-Michel Jarre, vous mettriez à votre physique? Oh, bah une moyenne. En amour, selon vous, quel est le secret de l'harmonie? L'intelligence. Et la fausse note qui peut tout gâcher? La bêtise. Quel est le compliment qui vous a le plus touché? Sans doute le fait d'être un bon père. Vous est-il déjà arrivé d'acheter un de vos albums pour l'offrir à quelqu'un? Je crois que ça m'est arrivé. Il y a un peu quelqu'un qui avait vraiment envie d'un album, je ne l'avais pas, et donc je suis allé l'acheter. Votre principale difficulté dans la vie de tous les jours? Me lever. Est-ce que vous êtes plutôt sado ou maso? J'essaye d'être ni l'un ni l'autre. C'est un effort constant. Est-ce que vous avez déjà menti sur votre âge? Non. Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Qu'on dise que vous êtes un grand enfant ou un vieux beau? Vieux beau, j'ai jamais entendu, mais ça m'énerverait pas mal si jamais on me le disait. Quels sont vos paradis perdus? C'est une des chansons que vous avez écrites pour Christophe. Les paradis perdus, évidemment, ma prime enfance, quand l'harmonie régnait sans doute dans ma famille, je pense que c'est ça, un paradis perdu. La question qu'on ne vous a jamais posée? Je sais pas, je pense qu'il y en a encore beaucoup. Ça me donnera l'occasion de revenir à thé ou café. Et celle que vous n'avez jamais osé poser à votre père? S'il m'aimait. Antoine Attal? Absolument. On avait envie de finir avec les Pink Floyd parce qu'on sait qu'ils ont été importants pour vous. Très bien, ils le sont toujours d'ailleurs, Ouais. c'est intemporel ça. Et c'est vrai que Pink Floyd c'est à la fois mon adolescence parce qu'ils sont un petit peu plus vieux que moi et en même temps c'est des gens qui ont justement toujours poussé qui ont réussi aussi quelque chose que je cherche aussi, c'est-à-dire de ce pont entre l'expérimentation et la mélodie et la pop. Et puis on est liés parce que c'est vrai qu'on a commencé ensemble à justement scénariser la musique. Et puis dernièrement, j'ai été très touché par ce qu'a dit Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, qui a fait une déclaration à la télévision anglaise en disant maintenant qu'on arrête, on laisse Jean-Michel continuer. Ça m'a beaucoup touché. Joli compliment. Un bel hommage. Vous en êtes déjà aux hommages? Je sais pas, à partir. Vous savez, quand des gens qui vous. Les hommages, c'est quand vous avez des journaux qui font soi-disant l'opinion et qui vendent pas beaucoup d'exemplaires, qui commencent à vous rendre hommage, ça peut sentir le sapin, mais on reste circonspect dans tous les cas de figure. On vous souhaite bon vent, bon voyage. On souhaite que vous rencontriez ce public qui vous aime tant. Un public, comme on le disait, qui sera plus restreint, puisque les salles seront plus petites que lors des concerts pharaoniques que l'on a connus. Et ça, c'est ça qui vous plaît. C'est un contexte différent et je me réjouis beaucoup de venir à la rencontre d'un public que j'aime, qui est le public français, qui est mon public favori au fond. Je vous remercie beaucoup. Je voulais féliciter aussi celui qui est exposé sur le plateau Théo Café, c'est Clyde Noland. Il expose jusqu'au 6 mars à la galerie Atelier du Génie, qui porte bien son nom, 28 passages du Génie, justement, dans le 12e. C'est un artiste qui représente le Big Bang. Jean-Michel Jarre, d'avoir pris ce petit déjeuner avec nous. Le mot de la langue française que vous préférez? Retrouvailles.
C'était le cas aujourd'hui. Merci Catherine. Et ce sera le cas avec votre public. Hein. Merci. Demain, on reçoit Gérard Darmon pour un nouveau Thé au Café. Il est actuellement sur scène en tant que chanteur et en tant que comédien. Passez d'ici là une très très bonne journée. Sachez qu'un bonus sera enregistré juste à la fin du générique avec Jean-Michel Jarre qui nous donnera ses impressions. Et puis cette émission sera rediffusée cette nuit. C'est en général d'ailleurs à ce moment-là que vous regardez Thé au Café, m'avez-vous dit. Oui, très bon moment que je conseille aussi aux gens qui ont raté éventuellement l'émission du matin de la regarder le soir. C'est un très... Au lit, c'est l'idéal. À demain à 7h. Au revoir, merci. She